Et j'appelle Marc Toiti qui va me rejoindre sur scène. Et ben voilà, tu as 2 micros pour toi, des slides, je sais pas, oui, tu peux fermer, oui. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Content d'être là? Bonsoir, oui, Oui. très content. Là, tu étais juste face à des centaines de personnes, on va être 1000 au total à passer ce soir Salvagram. J'espère plus. C'est inédit en France, enfin c'est inédit, c'est la 3e édition de la Nuit du Trading, mais je veux dire, il n'y a pas d'autres lieux en France, pas d'autres rendez-vous où on se retrouve avec 1000 traders actifs réunis comme ça sur quelques heures. Tu le sais. Ouais, c'est parfait. Tu as la conscience, Marc. C'est magnifique. Vos questions pour Marc Toiti, juste à l'issue de sa présentation, sur Twitter, sur le numéro que vous avez vu tout à l'heure qu'on va réafficher, ou sur le hashtag Nuit du Trading. Marc, on a besoin évidemment de tes lumières. Comment tu as vécu 2015, si ça correspond à ton scénario de départ J'ai un peu minci, de fin t'as 2014. remarqué, non, fin 2015. Pardon? J'ai un peu minci en 2015, t'as remarqué, non? Ouais. Même pas Mais remarqué. je vois que tu as le costard noir, donc tu restes un peu black quand même. Hein. Tes perspectives évidemment pour 2016, on veut tout savoir. Focus sur l'Europe, hein, on est en France. La France aussi, est-ce qu'il est trop tard, hein? Donc là, c'est ta casquette d'économiste. Est-ce qu'on peut s'en sortir sur le plan économique, hein? Et puis derrière, qu'on s'en sorte ou pas d'ailleurs, peu importe, sur les marchés, on a toujours des opportunités. On peut jouer la baisse, on peut jouer quantité de choses. Donc, qu'est-ce que tu conseilles à nos investisseurs? Je t'écoute avec tout le monde et puis je reviens pour les questions. À tout de suite. Merci Sébastien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous, bonsoir du moins. Bon, comme je suis très bavard et que j'ai plein de choses à vous dire, je vais commencer tout de suite. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, ça ne sera pas qu'un discours d'économiste, parce que c'est le problème avec les économistes ou les politiques, etc. Ils parlent beaucoup, et comme on ne peut pas vérifier de ce qu'ils disent, on est obligé de les croire. Là, tout ce que je vais vous dire, je ne vais pas que vous le dire, je vais aussi vous le montrer. Vous le montrer sur des graphiques. Évidemment, des graphiques réalisés sans trucage, hein, je le dis à chaque fois, mais ça ne sera pas truqué, parce que ça arrive parfois, on a vu la vidéo qui est très, très juste d'ailleurs, faites attention à tout ça. Et c'est vrai que c'est important de visualiser pour mieux comprendre. Donc c'est ce que nous allons faire effectivement aujourd'hui avec peut-être une première idée. Donc voici rapidement ce que je vais évoquer avec vous. Mais le point le plus important, on me dit souvent aujourd'hui, alors est-ce que vous êtes optimiste? Allez donner un petit peu des messages d'optimisme. Bien sûr que je suis optimiste. Il faut être optimiste, on ne fait pas ce métier-là. Mais il faut avant tout être réaliste. Et ça, c'est le plus important, comprendre que les crises, et la crise actuelle, elle dure depuis 2008, donc vous voyez que ça commence à faire longtemps, et elle n'est pas complètement terminée. Mais les crises sont toujours des phases d'opportunité. Pour un investisseur, pour une entreprise, pour un particulier, ça veut dire que celui qui va oser regarder vers l'avenir, innover, investir, alors celui-ci, évidemment, il a une grande chance de gagner. Par contre, celui qui baisse les bras, celui-ci est sûr de perdre. Et c'est surtout, je dirais, cette catégorie de personnes qu'il faut absolument éviter. Donc voilà pourquoi on doit voir ces crises. Et vous voyez ici sur ce graphique, je vous ai mis un peu toutes les catastrophes qu'on a traversées depuis 2000, juste depuis 2000. Et malgré tout ça, eh bien, vous voyez que nous sommes toujours là. On a redémarré. Alors évidemment, là, sur la fin de période, on a même retrouvé des sommets historiques. Alors, bien sûr, la dernière crise, on n'aura pas le temps d'en parler, mais ce qu'on appelle la crise des subprimes. Juste quand même pour dire une chose, cette crise, parce que souvent on oublie l'essentiel. C'est que, en fait, en économie, dans la vie au quotidien, j'ai envie de dire, il y a une règle de base, qui est la suivante, qui est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Ça veut dire, si je veux un rendement élevé, je dois prendre des risques. Effectivement, il n'y a pas de recette miracle. Si par contre, je ne veux pas prendre de risques, je devrais me contenter d'un rendement faible. La crise des subprimes, c'est quoi? C'est qu'on a voulu laisser croire qu'on pouvait transformer cette règle et qu'on pouvait justement, malheureusement, augmenter le rendement sans augmenter le risque. Et ça, ce n'est pas possible. Alors, on a fait appel, évidemment, à des grands mathématiciens, des grands ingénieurs qui ont transformé des produits, des dettes subprimes, en des titres qui étaient à l'époque notés AAA par les agences de notation. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, on sait ce que c'est AAA. À l'époque, on ne savait pas. On croyait que c'était l'andouillette. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent, c'est 5A l'andouillette, pour les connaisseurs. Donc, aujourd'hui, on sait que AAA, ça veut dire sans risque. Et ça, c'est pas possible. On appelait même ça des SICAV monétaires dynamiques à l'époque. Vous voyez que même le nom, il y a un problème. SICAV monétaire dynamique. Donc, monétaire sans risque, dynamique à haut rendement. Ce n'est pas possible. Donc, alors évidemment, aujourd'hui, on est revenu vers ça, mais on voit qu'aujourd'hui, on tombe dans le même piège, peut-être même un piège encore pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont dangereux, pas aussi dangereux que les subprimes, mais quand même qui sont dangereux, mais qui en plus ne ramènent rien. C'est quoi ces produits? On en achète tous les jours, malheureusement, peut-être pas vous, j'espère. Eh bien, c'est ce qu'on appelle des obligations d'État, des obligations du Trésor, français par exemple, qui ramènent 0,5% de rendement,
alors que, maintenant il est remonté un petit peu, mais au plus bas il était à 0,5, alors qu'effectivement, on a un danger, non pas que l'État français ne rembourse pas, mais qu'on ait des taux d'intérêt qui augmentent, et si les taux d'intérêt augmentent, il y aura évidemment une moins-value en capital. Donc vous voyez que l'aveuglement persiste. Donc il faut absolument, nous tous ici, prendre du recul pour voir la réalité économique. Alors, on le voit ici, effectivement. Alors, certains se souviennent, il y a quelques mois, au mois d'avril dernier, quand le CAC, justement, atteignait des sommets, ou le Dow Jones, j'avais dit qu'il fallait faire attention, puisqu'on a une grave crise à peu près tous les 7 ans. Alors, ce n'est pas une nouvelle théorie, on m'a dit, oulala, c'est Nostradamus. Non, ce n'est pas une nouvelle théorie, simplement des faits. Depuis 42 ans, depuis 1973, tous les 7 ans, on a une crise. Vous les voyez ici, je ne vais pas vous les relire, mais simplement aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2015, on a eu aussi une crise. Alors on pensait que ça allait être la Grèce qui allait la générer, et en fait c'est la Chine qui l'a générée, et donc on a eu, on en a parlé à l'instant, cet effondrement. Moi je pensais qu'elle allait arriver au mois d'octobre, c'est arrivé fin août. Donc le crack a bien eu lieu. Alors ensuite là, depuis on a redémarré, un peu comme en 87, il y avait eu un crack d'octobre, puis après on avait redémarré, parce qu'on avait effectivement un soubassement. Aujourd'hui, pourquoi on a redémarré? 1, parce qu'on nous ment. 2, parce qu'on donne du cash. On nous ment parce qu'on nous fait croire qu'il y a de la croissance, notamment en Chine, alors qu'elle est en train de ralentir, qu'en Europe tout va bien, alors que malheureusement on a une croissance extrêmement faible. Et 2, on l'a vu tout à l'heure, on a inondé le monde de cash. Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, tous les mois, elle injecte 60 milliards d'euros de cash dans l'économie. Et on est en plein dans ce qu'on appelle une trappe à liquidité, ça veut dire qu'on met du cash, mais ça ne génère pas de la croissance. Vous voyez, aujourd'hui, avec ce qu'on a appelé l'alignement des planètes, ça veut dire la baisse de l'euro, la baisse du pétrole, la baisse des matières premières, la baisse des taux d'intérêt, la planche à billets de la Banque Centrale Européenne, avec tout ça sur une petite équation économétrique, je devrais avoir 3% de croissance en Europe et en France. On est à combien? 1%. Et on présente ça comme un miracle. On dit, ouais, ça y est, la reprise est là, c'est formidable. Mais il manque 2 points, là. Eh oui, c'est ça le problème, c'est que malheureusement, ce cash, ces avantages ne vont pas dans notre économie, pas suffisamment, parce que notre économie n'est pas prête. On a envie de faire des réformes structurelles, de moderniser notre économie pour permettre justement d'avoir cette croissance forte. Donc, la crise, malheureusement, elle est toujours là, elle est toujours latente. Alors on le voit bien, vous voyez, moi je montre toujours des graphiques parce que sinon on ne voit pas bien, mais c'est très simple. Comment je peux dire qu'il y a une bulle boursière aujourd'hui? C'est pas parce que j'ai envie de le dire, c'est parce que c'est une réalité économique. C'est quoi une bulle? C'est quand la réalité financière va trop loin par rapport à la réalité économique. On y est en plein dedans. Vous voyez, là on voit la croissance mondiale, c'est la courbe rouge qui est en train de ralentir. C'est pas la récession, mais elle est en train de ralentir. On était à 3,4 l'année dernière, 2,8 cette année, 2,4 l'année prochaine. Et pourtant, on le voit, vous voyez, le Dow Jones continue d'augmenter. Alors il a baissé un petit peu, il réaugmente aujourd'hui. On voit bien qu'on a une exagération, si vous voulez. Alors, le plus important, le plus dangereux, c'est que, si je prends la crise de 2008, en 2008, ça, on s'est fait mal, on s'est fait très peur, mais on a redémarré. Pourquoi on a redémarré? Parce qu'on avait les moyens de redémarrer. On a fait un plan de relance au niveau mondial de 5 000 milliards de dollars, 9% du PIB mondial de relance. On a fait à l'époque, taux d'intérêt était élevé, on a pu les baisser, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le problème, c'est que si j'ai une crise demain, je n'ai aucune marge de manœuvre. Vous voyez, par exemple, je mets un graphique ici, pour montrer la politique de la Réserve fédérale. Et là, on voit bien que la Réserve fédérale, elle a fait une erreur. C'est qu'elle n'a pas remonté ses taux d'intérêt il y a 1 an ou 1 an et demi, quand elle pouvait le faire. Donc vous voyez, on le voit très bien, normalement, en phase de remontée boursière, là vous avez le Dow Jones, c'est la courbe bleue, généralement, la Réserve fédérale, elle monte les taux. Comme elle avait fait ici en 2000, 2005. Là, non. Là, ça a monté, ça a monté. Et comme on avait peur de se faire mal, on n'a rien fait. Si bien qu'aujourd'hui, si une crise boursière un peu grave arrive, et encore une fois, ça peut arriver de partout, on a évité la Grèce, mais ça pourra revenir. Il faut savoir que le 20 décembre, l'effet trêve des confiseurs, faites attention, parce que le 20 décembre, il y a des élections en Espagne. Si Podemos, parti d'extrême gauche, fait un bon score, voire rentre au gouvernement, qu'est-ce qui va se passer? Et là, l'Espagne, c'est pas la Grèce, c'est beaucoup plus gros. Donc, il y a des risques. La Chine, etc. Donc, or là, on n'a aucun moyen de redémarrer. Donc, cette crise, de ce point de vue-là, elle peut être plus dangereuse que 2008. Bon, non, moi, je ne veux pas vous faire peur, je ne suis pas trop pessimiste, puisqu'on a quand même des bons fondamentaux économiques. Donc là, on le voit, on a effectivement une croissance mondiale qui ralentit, mais on n'est pas en 2009, vous voyez, on n'est pas en récession, on n'est pas à 0%, on est encore l'année prochaine, donc en 2016, selon mes prévisions, à 2,4% de croissance.
Alors, sur le tableau suivant, alors ne vous inquiétez pas, on n'aura pas le temps de tout voir, mais ça, évidemment, je les laisse à IG et je leur autorise à vous les diffuser avec grand plaisir et vous pourrez vous aussi les utiliser si vous le souhaitez. C'est important d'avoir cette notion économique. Là, on voit la répartition de la croissance mondiale. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que, jusqu'à présent, il y a une grande locomotive de la croissance mondiale, qui s'appelle la Chine. Vous voyez, on le voit très bien. Pardon, je prends en arrière. Quand on a effectivement une croissance mondiale, vous voyez l'année dernière par exemple, de 3,4%, la Chine, à elle seule, a ramené 1,2 points. Vous voyez. Alors quand j'entends, on va le dire, notre président qui nous dit « Ah mais si la Chine ralentit, c'est pas grave pour la croissance mondiale », ça fait de la peine pour lui, parce qu'il faut quand même regarder les chiffres. Vous voyez. Parce que bien entendu que c'est grave. La Chine, depuis 15 ans, amène chaque année autour des 35% à la croissance mondiale. Donc si la Chine n'est pas là, ça va se voir. Par contre, si nous ne sommes pas là, nous, c'est-à-dire la zone euro, vous voyez, nous, on ramène 0,1 point. Donc qu'on soit là ou pas là, franchement, ça ne se voit pas. Mais, donc, par contre, effectivement, le problème, c'est que la Chine ralentit, mais il y a déjà d'autres pays émergents qui ont contribué à la croissance mondiale qui ne sont plus là, qui sont même en récession. L'exemple que tout le monde connaît certainement, c'est le Brésil. Ce n'est pas rien, le Brésil. Aujourd'hui, vous avez une dizaine de pays qui sont en récession, déjà en récession. J'en sais quelques-uns, la Malaisie, la Corée du Sud, l'Indonésie. Vous voyez, c'est des pays qui tiraient un petit peu, même si c'est des petits pays, mais ils tiraient la croissance mondiale. Même le Canada, pays du G7, qui est retombé en récession. Donc, c'est pas si rose que ça. Donc, il faut juste mettre les bonnes lunettes. C'est-à-dire, si on met des lunettes trop roses, évidemment, on ne voit pas la réalité. Donc, c'est pas dramatique, mais néanmoins, ça ralentit. Donc, évidemment, la Chine, la dernière fois, elle nous a fait sortir des chiffres. Oui, ça ralentit, 6,9% de croissance. OK, on passe de 7 à 6,9. Bon, il y a un problème, parce que ça ne colle pas avec les chiffres, les indicateurs avancés. Donc le ralentissement est masqué. Donc tout le monde s'en satisfait, mais un jour ou l'autre, on va devoir dire la vérité, et là, évidemment, ça fera mal. Donc ce ralentissement jouera sur la croissance. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les prix du baril ont baissé. Comme il y a moins de croissance mondiale, évidemment, il y a moins de demande de matières premières, de pétrole, etc. Donc ça, on est content. C'est vrai que ça permet de soutenir la croissance. Mais là aussi, attention. Vous voyez, moi je me rappelle quand le baril était à $150, vous vous souvenez, certains disaient $150, c'était en juin 2008, c'est pas cher. On va monter à $250. Vous vous souvenez de ça? Moi à l'époque je dis, non, on va baisser. Effectivement, on est tombé à 34. Pourquoi je disais ça? C'est très simple. Parce qu'il y a une corrélation entre la croissance mondiale, la courbe rouge, et le prix du baril. Donc quand la croissance mondiale augmente, le prix du baril augmente, c'est normal, il y a plus de demande. Et quand la croissance mondiale baisse, le prix doit baisser. Vous voyez, en 2008, on avait ce qu'on appelle la spéculation. C'est-à-dire l'écart entre la courbe bleue et la courbe rouge. Et ensuite, le baril, évidemment, a baissé. Donc là, faites attention. On voit qu'aujourd'hui, on a l'effet inverse. C'est-à-dire que la croissance mondiale baisse, mais le baril va trop bas par rapport à la croissance. Néanmoins, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que quand le baril est faible, ça ramène de la croissance. Ça donne du pouvoir d'achat aux ménages, ça réduit les coûts pour les entreprises, donc ça donne des profits, de l'investissement. Donc c'est bon pour la croissance. Mais attention, c'est pas bon pour tout le monde, la baisse des prix des matières premières. Par exemple, pour les pays producteurs de matières premières, notamment le Brésil, notamment le Canada. Vous voyez. Et puis même le pétrole qui baisse, il y a un gros problème. On ne veut pas dire, c'est quoi? C'est le gaz de schiste. C'est-à-dire qu'il a été formidable pour les États-Unis, ça a dopé la croissance américaine, sauf que le prix d'équilibre pour que le gaz de schiste soit rentable, c'est $70 minimum. À 50, c'est plus rentable. Or, on sait très bien que les entreprises de gaz de schiste américaines se sont énormément endettées. Si demain on a une faillite d'entreprise de gaz de schiste aux États-Unis, là aussi, ça peut être un déclencheur, ça peut être une inquiétude. Vous voyez, donc, il faut garder. Il y a plein de dangers, de déclics qui font que ça pourrait effectivement générer une baisse temporaire des marchés boursiers. En attendant, le baril remontera un petit peu, mais modérément l'an prochain. Alors, sur la croissance mondiale, on va voir la Chine, mais juste pour nous, les pays, on va dire riches, les pays développés, on voit que ça ralentit partout. Alors, les Américains sont toujours un peu mieux que nous, mais même eux, ils vont tomber autour des 2% l'année prochaine. Et nous, vous voyez que là, cette année, on est autour des 1,5% et on sera autour des 1% l'année prochaine. On reste effectivement sur une croissance molle. Donc, il n'y a pas de dynamique de croissance. Alors, bon, s'il y a des questions, j'y reviendrai. Sur la Chine, parce qu'on me dit, oui, mais la Chine, comprenez, est-ce qu'elle va vraiment ralentir? C'est inévitable que la Chine ralentisse. Pour une raison simple, c'est plus de l'économie, c'est de la science physique. C'est que les arbres ne montent pas au ciel. On le voit bien, vous voyez, je vous ai mis quelques chiffres. Depuis 1980, le PIB chinois, via la richesse de la Chine, hors inflation, donc en réel, a augmenté de 2483%. C'est énorme. Alors évidemment, ils partent de bas, certes, mais quand même, vous voyez, si je prends un pays comme l'Inde, 740%.
États-Unis 157. Bon, nous, la France, évidemment, 84. Bon, c'est déjà bien que ça soit positif, hein, mais bon. Mais ça aurait pu être pire, hein. Mais néanmoins, on se rend bien compte que c'est normal que la Chine ralentisse. C'est même bien que la Chine ralentisse. Moi, même le PIB devrait presque baisser en Chine. Parce que ça va trop loin. Alors, l'avantage de la Chine, c'est qu'elle a ce que j'appelle des airbags. C'est-à-dire qu'elle a de quoi résister face à la crise. Par exemple, elle a une dette publique qui est faible, donc elle peut relancer la machine. Les taux d'intérêt élevés, elle peut les baisser. Le yuan, elle peut le dévaluer. Et puis surtout, elle a des réserves de change. Vous voyez, des réserves de change. Alors, là, on voit bien le coût de la crise. Il y a quelques mois, avant la crise, on avait 4 000 milliards de dollars de réserves de change en Chine. C'est la première ligne. Aujourd'hui, on a combien, vous voyez ? 3 500 milliards. La crise, jusqu'à présent, a coûté 500 milliards de dollars à la Chine. C'est pas rien. Alors, c'est vrai qu'il reste encore 3 500. Donc, ils ont le temps d'écouler tout ça. Mais néanmoins, ça montre qu'il y a eu un coût. Autre exemple, la Russie. Elle avait près de 600 milliards avant la crise, russe, 371. Donc oui, là aussi, il y a un coût. Okay, mais l'avantage, c'est qu'effectivement, la Chine pourra réagir, pourra résister. Si je prends la France, on est autour des 140 milliards de réserves de change, c'est déjà un peu plus difficile, si vous voulez. Mais bon, pourquoi pas. Mais néanmoins, c'est pourquoi je ne suis pas inquiet, je ne vois pas de récession mondiale. Donc oui, les marchés boursiers doivent baisser, mais ils remonteront ensuite. Ce n'est pas un cataclysme, ce n'est pas 29. Voyez. Par contre, on a besoin effectivement d'un ralentissement boursier pour se reconnecter. Mais ça redémarrera effectivement ensuite, notamment en Chine. Alors justement, parce que c'est également les questions, la zone euro là-dedans, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Eh bien, là on a un petit problème, c'est qu'effectivement, vous voyez que cette zone euro, dès qu'elle touche les 1% de croissance, elle a du mal à passer au-delà. Pourquoi ? C'est très simple, c'est un concept très important qu'on appelle la croissance structurelle. La croissance structurelle, c'est la croissance qui s'obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. Vous voyez, le rythme de croisière de la croissance. Eh bien, ce niveau, c'était le même des deux côtés de l'Atlantique jusqu'aux années 90. C'était 2,5% par an. Aujourd'hui, les Américains sont encore à 2,5%, donc c'est pas génial, mais ça suffit pour faire baisser le chômage, payer les intérêts de la dette, donc ils peuvent avancer. Par contre, nous, c'est combien le niveau de croissance structurelle ? Quand je dis nous, c'est la zone euro, mais également la France. C'est à peu près 0,8%. On passe de 2,5 à 0,8. Donc, rendez-vous compte, notre potentiel de croissance, c'est 0,8. C'est extrêmement faible, donc on le voit bien aujourd'hui. Dès qu'on passe au-dessus, parce qu'on a des éléments exogènes favorables, la baisse de l'euro, la baisse du pétrole, la baisse des taux, la planche à billets, mais dès qu'on passe les 1, vous voyez, 1,5 pour nous, c'est formidable. Et là, les indicateurs avancés, vous voyez, montrent bien qu'on est en train de décréter, vous voyez, c'est les indicateurs des directeurs d'achat, ça flambe plus, quoi. On se maintient autour des 1,5% de croissance. Donc, c'est la difficulté. Même des pays comme l'Allemagne, qui vont quand même mieux, qui ont fait des réformes, eux aussi commencent à se calmer, commencent à ralentir. En fait, aujourd'hui, les locomotives de la zone euro, c'est les pays d'Europe du Sud. Notamment l'Espagne. On voit qu'effectivement, l'Espagne a retrouvé 3% de croissance. Justement, elle a su faire des réformes, mais c'est un petit peu juste. Et surtout, le problème, c'est que dans ces pays-là, il y a un taux de chômage qui a flambé. On est encore à 22% de taux de chômage en Espagne, 25% en Grèce. Donc, tant que ces pays-là n'ont pas de croissance, évidemment, forte, eh bien, ils ne pourront pas faire baisser le chômage. Donc, ils sont toujours menacés. Alors, vous voyez ce qu'on appelle en économie un double dip, un W. On le voit très bien, le W. Première récession en 2009, petit redémarrage ensuite, double récession, et là, ça redémarre, mais ça ne suffit pas. Donc, ces pays restent effectivement menacés par le chômage qui reste particulièrement élevé. On le voit ici, vous voyez, on a un taux de chômage toujours très élevé dans les pays d'Europe du Sud. Alors, on l'a dit tout à l'heure, heureusement qu'on a notre ami Super Mario. Heureusement que Mario Draghi est là, parce qu'il a sauvé la zone euro. Si on avait eu son prédécesseur, on ne le nommera même pas, parce qu'il a tellement fait de catastrophes, la zone euro n'existerait plus aujourd'hui. Donc heureusement qu'il est là, mais ça ne suffit pas. Il a baissé le taux d'intérêt à 0,05, la planche à billets, et puis on est à 1,5% de croissance. Donc, c'est quand même un semi-échec, il faut être honnête. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Allez, c'est pas grave, j'ai rajouté encore un peu d'argent. Mais oui, mais elle va où, cet argent ? Elle alimente la bulle obligataire. Les taux, c'est pas que les taux longs baissent, parce qu'on a du cash. Un peu la bulle boursière, mais ça ne vient pas financer l'économie, pas suffisamment. Or, c'est ça qui compte. Bien sûr, je sais que vous êtes tous des boursiers, des traders, c'est important pour vous, la bourse, mais fondamentalement, tout à l'heure, on l'entendait, l'économie, ça reste déterminant. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, on n'y est pas. Donc c'est là
C'est ce qui nous fait malheureusement défaut, ce qui peut être particulièrement dangereux. Et donc c'est pourquoi, heureusement, on a l'autre avantage qui est la baisse de l'euro. Là aussi, je vous montre comment on fait des prévisions. Pourquoi j'ai annoncé la baisse de l'euro? Parce que l'euro n'était pas à son niveau normal. Le niveau normal, ce qu'on appelle le NATREX, ça veut dire taux de change naturel en fonction des fondamentaux économiques, c'est 1,15 $ pour 1 euro. Donc là, l'euro baisse, il est en dessous de son niveau. C'est une bonne nouvelle. Ça soutient effectivement la croissance. Donc oui, on aura encore de la croissance l'année prochaine, mais autour des 1%. Ça restera effectivement particulièrement mou. Alors, maintenant, je vais parler évidemment de la France. On est quand même en France, on est obligé d'en parler. Et c'est vrai que la France me fait un peu peur. Parce que la France est la lanterne rouge de la zone euro aujourd'hui en termes de croissance. On le voit bien dans les indicateurs avancés. Vous voyez ici, nous, vous voyez, on est à 1%, et encore là, ça rebaisse. Donc, c'est pas génial. Et parallèlement, évidemment, il y a du chômage. La France, c'est le seul pays, vous voyez, ici, vous avez l'Allemagne, le Royaume-Uni, le taux de chômage baisse. En France, ça continue d'augmenter. Oui, ça pose effectivement une vraie question. Et puis notre dette publique va atteindre 100%. Alors ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant, parce que, je l'avoue, mon livre avant le dernier, c'était le dictionnaire terrifiant de la dette. Et à l'époque, pour moi, c'était dangereux que la dette publique flambe et atteigne 100% du PIB. C'est quasiment le cas aujourd'hui. On est à 2105 milliards d'euros de dette publique française. On n'en parle même pas. C'est presque un non-événement. Et les taux d'intérêt restent bas. Ça, c'est de l'aveuglement collectif. Vous voyez, c'est là qu'est le rôle de l'économiste. Je veux dire, attendez, là on a une bulle. C'est-à-dire, on ne regarde pas la réalité. On est en déficit public permanent de plus de 4% du PIB. C'est pas grave, on continue. Mais jusqu'à quand? Vous voyez, sachant qu'on a quand même près de 40%, plus de 40% même de la dette publique française qui est détenue par des étrangers. Donc tôt ou tard, il faudra payer tout ça. Donc voilà pourquoi, c'est effectivement cette baisse des taux, même si les taux longs ont remonté, des taux autour des 1%, c'est anormal. Ils vont devoir effectivement remonter. Et donc, voilà pourquoi, c'est mon dernier livre justement que j'ai dédicacé tout à l'heure, j'ai commencé déjà, mais il faut sauver la France. Alors on me dit, oui, il y a la loi Macron, tout va bien, etc. Non, mais la loi Macron, c'est du Doliprane. Vous voyez, alors Doliprane, c'est bien quand on a mal à la tête, mais la France, elle a une maladie grave. C'est l'absence de croissance. Vous savez combien on a eu de croissance depuis 2008 en France par an, chaque année? 0,3%. Voilà notre croissance, 0. Donc ça ne suffit pas. Donc pour ça, évidemment, on voit les mesures, je n'ai pas le temps de les évoquer, baisser les impôts, baisser les dépenses publiques. Et là, effectivement, on redémarre la machine. Vous voyez, mais ça, on n'a pas le courage de le faire. Et c'est ça qui me fait peur, parce que c'est aussi mon rôle de dire ça. La crise de la dette publique, elle va revenir. Pourquoi? En France, par exemple, les dépenses publiques, c'est 57,2% du PIB. J'ai vérifié, vous verrez dans le livre, il n'y a que 6 pays dans le monde qui font plus que nous, sur les 188 listés par le FMI. Maintenant, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez les îles Kiribati, les îles Tuvalu, le Lesotho, le Brunei, les îles Marshall et la Libye. Les chiffres, à mon avis, ne sont pas très fiables. Mais c'est un club très sélect, vous voyez. C'est-à-dire, pour rentrer, il faut montrer patte blanche. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand même incroyable. Et non, et tout va très bien. Et là, c'est un problème mathématique. Comment je fais chaque année pour financer 57% de mon économie de secteur public par 43% de secteur privé? Ça ne colle pas. Et voilà notre difficulté. Et ça, on ne voit pas. Nous sommes aujourd'hui aveuglés. Et c'est ça qui est inquiétant. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut développer cette culture économique, parce que les mesures, elles existent. On peut sauver la France. Encore faut-il le vouloir, avoir le courage politique, effectivement, de le faire. Donc une fois que j'ai dit ça, ça veut dire que la croissance française va rester molle autour des 1%. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'investisseurs? Eh bien déjà, alors c'est vrai que moi aussi, je suis plus sur les indices que sur les valeurs, mais néanmoins, on peut parfois faire ce qu'on appelle du stock picking, ça veut dire voir des bonnes entreprises qui ont fait des bons choix stratégiques. Alors bien sûr, il peut y avoir des cas comme Volkswagen, on n'a pas vu, mais des entreprises qui ont fait des stratégies de niche, de l'innovation, de l'international. Alors là, effectivement, on sait qu'il y a un potentiel de croissance, surtout si les PER ne sont pas trop élevés. Donc là, vous voyez, on a quand même besoin de faire ce stock picking. Ensuite, bien entendu, il faut être réaliste. Optimiste, mais réaliste. Or, les risques sont nombreux. Je ne parle même pas des risques géopolitiques, vous voyez, c'est pareil. Avec tout ce qui se passe là, dans le monde, point de vue géopolitique, Daesh, machin, etc., il y a quelques années, s'il y avait eu un dixième de tout ça, on aurait eu le prix du baril à $150. Mais non, on s'en fout de tout ça. Mais pourtant, c'est une réalité. Il y a une réalité derrière. Comment ça va se terminer? Oui, non, c'est pas grave. L'or baisse, tout va bien. Oui. Donc, bon, ça, je ne suis pas devin, donc je n'en dirai pas plus, mais quand même, il faut l'avoir en tête. Et donc voilà les dangers, la Chine, parce que tôt ou tard on va nous dire la vérité. Ah ben désolé, on s'est trompé dans les chiffres. C'est pas 6,9, c'est 5,2. Oui, mais voire moins. Mais il faudra le dire, il faudra l'avouer tôt ou tard. Pareil, la déflation, elle est là. La trappe à liquidité.
et la remontée des taux longs qui peut effectivement être particulièrement dangereuse. Donc voilà pourquoi ce que je vous conseille, c'est de rester très prudent. Alors évidemment, vous, c'est votre métier de faire des allers-retours, donc vous allez gagner. Ceux qui aiment les montagnes russes, ils vont gagner, parce qu'on va avoir une extrêmement forte volatilité. La volatilité va être très forte. Là, je pense que le CAC à 5000, il faut vendre, parce que ça dépasse l'entendement, ça rebaissera pour X raisons, on tombera vers 4000, et là, il faudra réacheter, et ainsi de suite. Vous voyez, il y aura les montagnes russes permanentes, tant qu'on n'aura pas une croissance mondiale plus forte. Donc ça, c'est plutôt pour la fin 2016. Donc ça veut dire que d'aujourd'hui jusqu'à dans un an, on va avoir une volatilité extrêmement forte. Donc c'est bon pour vous. Par contre, il faut savoir naviguer en eau trouble. C'est-à-dire les montagnes russes, si on n'aime pas, ça peut être dangereux. Donc ceux qui n'aiment pas, il faut s'abstenir. Évidemment, délaissez les dettes publiques, n'en achetez pas, c'est trop dangereux. Misez plus sur le dollar ou le franc suisse contre l'euro, d'ailleurs c'est ce qui se passe effectivement aujourd'hui. Prudence sur l'immobilier, bien entendu. Bon, sur les entreprises, je l'ai évoqué tout à l'heure. On peut revenir progressivement sur les métaux précieux et les matières premières, parce que quand même on est sur des niveaux assez bas, donc ça remontera progressivement, mais il y aura quand même là aussi pas mal de volatilité. Et donc là, à ce moment-là, on peut faire effectivement des bons choix. Vous aurez ensuite mes prévisions économiques, plus mes prévisions financières. Vous voyez que sur le Dow Jones ou le CAC 40, je pense qu'à 3-6 mois, il y aura une baisse. Le niveau normal, c'est plutôt 4002, c'est pas 5000. Après, on pourra remonter, mais ça sera progressivement. Donc c'est ça. Vous gardez en tête. Donc, sur l'euro, je vois effectivement une baisse également, les taux longs qui vont remonter, donc gardez ça en tête. Vraiment, c'est le plus important, c'est pour ça que je suis là ce soir. Gardez en tête les fondamentaux économiques. Et à ce moment-là, en espérant que nos dirigeants sauront faire les bonnes réformes pour sauver la France, parce qu'on a quand même besoin de la France, mine de rien, eh bien, oui, nous tous collectivement, et vous en particulier, parce que vous savez, on va dire, slalomer dans ces marchés difficiles, alors oui, nous tous, nous serons collectivement des gagnants de cette crise et des crises à venir. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci Marc. Je ne te libère pas totalement, hein. On va prendre quelques questions. Avec plaisir. Tu vas encore travailler un petit peu. Alors, on va en prendre 3-4, on n'a pas beaucoup de temps. Les secteurs qui ont du potentiel, selon toi, potentiel de croissance en 2016. Alors, sur les secteurs, effectivement, aujourd'hui, voilà, donc, comme je l'évoquais, je pense que tout ce qui est matière première, qui a beaucoup baissé, ça va progressivement remonter, donc on peut effectivement jouer ça. Tout ce qui est nouvelles technologies de l'énergie, tout ce qui est nouvelles technologies de l'agroalimentaire, qui sont les futures révolutions technologiques, tout ce qui est nanotechnologie également, je pense que ça peut être assez porteur. Par contre, évidemment, il faut plus, je dirais, éviter un petit peu les bancaires. Par contre, là, à mon avis, ça a bien flambé. Il y a beaucoup de risques qu'on ne veut pas avouer. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, on découvre qu'il y a énormément de créances douteuses dans les banques grecques. Bon, qui va payer? Encore nous? Et je rappelle que la crise grecque nous a coûté 435 milliards d'euros. Jusqu'où? Les nouvelles techno, Marc, on y va ou pas? Quand on voit Facebook qui vaut 300 milliards, bon, ça fait quand même... Ça dépend ce que tu appelles nouvelle techno. Nouvelle techno, moi je suis plus dans l'innovation, vraiment, stricto sensu. Facebook, c'est l'innovation quand même. Oui, c'est l'innovation, mais c'est presque un peu daté, j'ai envie de dire aujourd'hui. Showroom privé qui se cote à Paris, 80 fois les bénéfices. Mais ça c'est un peu cher. C'est du déstockage. Ouais, c'est un peu cher. C'est cher. Ah oui, 80 fois les bénéfices, c'est cher. Bah oui, mais le vrai enjeu, c'est rentable, croissance rentable. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que même si, encore une fois, c'est de regarder la réalité économique. Quand vous avez des PER qui sont élevés comme ça, c'est-à-dire que vous tablez sur des ratios énormes, ça veut dire que est-ce que ça va continuer éternellement? Pas forcément. Donc de ce point de vue-là, il faut rester prudent. Donc vraiment, faire du stock picking éventuellement, et puis jouer les indices, comme on l'a vu tout à l'heure, en fonction du yo-yo. Ça, je pense, c'est une bonne stratégie aujourd'hui. Comment tu vois l'évolution du S&P 500 d'ici 12 mois? On peut la coller sur le Dow Jones, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'on va avoir une baisse de l'ordre de 10-15% par rapport au niveau actuel, et après on remontera justement au niveau actuel d'ici un an. La hausse des matières premières, est-ce que ce ne serait pas un remède à l'inflation? Alors, non, c'est-à-dire oui, à la déflation, tu veux dire. Remède à la déflation plutôt. Moi j'ai la question, un remède à l'inflation. Oui, ça voulait dire ça, je pense. Oui, parce que... L'inflation. Non, c'est-à-dire, aujourd'hui on est en déflation. Donc il faut sortir de la déflation. On sort, nous dit Draghi. On sort, mais c'est ce qu'il a dit Draghi, mais là, dans les chiffres, on n'est toujours pas sorti. Okay. Donc, si tu veux, le vrai enjeu, c'est que aujourd'hui, effectivement, ça c'est une vraie question que j'évoquais dans mes risques, c'est que le vrai danger qui nous menace aujourd'hui, justement, c'est la déflation. C'est que la déflation, c'est ce qu'il y a de pire en économie. Moi, je n'ai pas peur de l'inflation, au contraire. Il nous en manque de l'inflation. Pourquoi? La déflation, c'est ce que c'est 29. C'est-à-dire il y a trop de production par rapport à la demande, donc la production va s'ajuster à la baisse. Donc, sauf que quand la production baisse, on licencie.
Donc il y a moins de revenus, il y a moins de consommation. Donc Est-ce la qu'on ne joue demande pas à se s'associe. faire peur là? Ça fait 2-3 ans qu'on dit ah, là, l'Europe va devenir le Japon, vieillissant, Oh, mais on y est déjà, hein, sans on y est croissance, sans Ben, inflation. on y est déjà. Nous sommes déjà en déflation. C'est pas aussi grave qu'au Japon. Mais à la rigueur, les Japonais, eux au moins, ils financent 98% de leur dette publique. Oui. Ce qui n'est pas notre C'est cas. pas notre cas, non. Donc, par contre, c'est vrai, et ça, c'est vrai que c'est un gros problème que nous avons, nous, on va dire notre génération, c'est qu'on a été élevé, tu as compris, je crois que c'était peut-être la fin, mais on a été élevé à la lutte contre l'inflation. Et on nous a appris, le grand méchant loup, c'est l'inflation. C'est pas vrai. Ah bah, années 80, oui, on avait Ouais. entre 5 à 10% d'inflation par an. Mais le Une vrai dernière danger, c'est la marque. déflation. Et pour sortir de la crise, il nous faudra pas 10% d'inflation, mais 3-4% d'inflation. Ça, vraiment, ça nous permettra de dynamiser notre économie. La hausse des taux, une dernière, n'est-elle pas nécessaire pour nos économies? Bon, on n'y est pas, on n'aura pas la hausse des taux. Hein. La hausse des taux, pas d'actu, là. le problème, c'est que... Les Allemands aimeraient bien, enfin certains Allemands. Bah, disons que la hausse des taux, elle est inévitable. Enfin, ça dépend, les taux longs, parce que les taux monétaires, on ne fera rien. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on voit la Fed, elle va remonter peut-être tout d'intérêt de 25 centimes, mais ils ont trop peur. Rappelez-vous le couple rendement-risque. Aujourd'hui, on a peur de la réalité. Donc on se dit, bon, bah là, le malade, c'est-à-dire nous, nos économies sont sous perfusion, normalement, on aurait dû enlever la perfusion. Mais comme on appelle que le malade tombe, alors on laisse la perfusion. Sauf que quand vous avez la perfusion, pour courir, c'est un peu compliqué. Tu vois. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'on ne peut pas courir. Donc comme on ne veut pas prendre de risques, comme on a peur de se faire mal, eh bien évidemment, on est condamné à la croissance molle. Donc oui, la remontée des taux, elle est importante. Mais les taux monétaires ne remonteront pas. Par contre, c'est les taux longs qui vont remonter. Et si les taux longs remontent, alors là, évidemment, il va y avoir une baisse des marchés obligataires. Hein. Et à ce moment-là, si les taux longs remontent, vous comprenez bien que déjà, on n'a pas beaucoup de croissance. Alors là, l'investissement va repartir à la baisse. Et ça sera évidemment particulièrement dangereux. Donc il faudrait qu'elle soit en douceur. Mais je pense que les marchés ne connaissent pas la douceur, ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on aura des mouvements abrupts. C'est toujours par à-coup, quoi. Ça Par sera par à-coup, excès ça sera par à-coup d'optimisme parce ou que- excès de pessimisme. Parce que c'est le problème de la bulle, c'est-à-dire que globalement, on ne voit pas, on est dans un mouvement, une sorte de mimétisme des marchés, hein, c'est Keynes l'a très bien expliqué il y a longtemps, les animal spirits, hein, les instincts animaux. Et donc, celui qui dit quelque chose qui n'est pas comme tout le monde, on dit « Oh là non, monsieur, là, non, n'écoutez pas, il est dangereux. » Comme quand je dis « Vous faites une thérapie de choc en France, non, il est dangereux, il faut faire attention. » Donc, le vrai enjeu aujourd'hui, il est là, c'est qu'il faut regarder la réalité en face. Et nous avons la chance d'être globalement indépendants, donc c'est à nous de le faire. Mais surtout, ne comptez jamais, ne vous fiez jamais au consensus, ne vous fiez jamais à la pensée unique, parce que c'est ce qui fait des dégâts de tous les points de vue, et notamment sur les taux longs, même si aujourd'hui on met du cash, donc ce qui permet de garantir des taux longs bas, ils ne remonteront pas à 10% les taux longs, mais même si on passe à 2 ou 2,5, comme on part de 1, évidemment c'est un crack obligataire. Donc ça jouera évidemment sur notre économie, donc mieux vaut délaisser ces placements pour le moment, et plus investir justement dans les marchés actions, avec cette volatilité qu'il faudra intégrer dans nos stratégies. Marc Toiti, messieurs, dames, merci Marc. Et tu Merci à vous, dédicaces ton livre bons tout à l'heure investissements. pendant la Merci à vous. pause À tout à l'heure pour pour les dédicaces.